Virginia Ratner soupira. Il fallait bien qu'il y ait une dernière fois, je suppose. Ses yeux exprimaient son inquiétude tandis qu'il parcourait la mer chatoyant sous la chaude lumière du soleil. Au moins il fait beau, mais une averse de grêle aurait mieux correspondu à mon humeur. Robert Gill, officier supérieur de l'agence spatiale terrestre, la regarda avec déférence. « Je vous en prie, ne broyez pas du noir. Vous l'avez dit vous-même, il fallait bien qu'il y ait une dernière fois. Mais pourquoi m'avoir choisi moi, comme pilote ? Parce que vous êtes le meilleur que nous ayons, et que nous voulons en terminer rapidement sans que rien ne tourne mal. Mais pourquoi est-ce moi qui dois démanteler l'agence ? Je nous souhaite un heureux achèvement. Un heureux achèvement ? Virginia observa le chargement affairé de la cargaison et la queue des passagers, les derniers. Elle avait piloté les navettes pendant 20 ans, en sachant constamment qu'il y aurait une dernière fois. On aurait pu penser que de savoir cela la ferait vieillir, mais il n'y avait pas de rides sur son visage, et ses cheveux n'avaient pas grisonné. C'était peut-être dû au changement constant d'intensité gravitationnelle. Elle sembla en proie à une crise de rébellion. Il me semble que ce serait dramatiquement ironique, ou peut-être dramatiquement juste que cette dernière navette explose au décollage, une protestation de la Terre en personne. À vrai dire, dit Gill en secouant la tête, je devrais rapporter vos paroles, mais vous êtes seulement en proie à une attaque aiguë de nostalgie. Eh bien, dénoncez-moi. Ça me ferait classer comme dangereusement instable, je serais disqualifié. Je peux prendre place parmi les 616 passagers et être la 617e. Quelqu'un d'autre pilotera la navette et entrera dans l'histoire comme celui qui... Je n'ai pas l'intention de vous dénoncer. Tout d'abord parce qu'il ne se passera rien, les décollages de navettes sont sans problème. Pas toujours. Virginia Ratner avait l'air sardonique. Il y a eu le cas d'Enterprise 60. Ça s'est passé il y a 170 ans et depuis, il n'y a pas eu un seul accident dans l'espace. Grâce à l'antigravité, nous ne risquons même pas un tympan crevé. Les fusées ne rugissent plus au décollage. Écoutez, Ratner, vous feriez mieux de monter sur le pont d'observation, il reste moins de 30 minutes avant le départ. Ah bon ? Vous allez sûrement m'apprendre que le décollage est entièrement automatisé et que l'on n'a pas vraiment besoin de moi ? Mais vous le savez sans que je vous le dise, mais le règlement et la tradition veulent que le pilote soit présent sur le pont. On dirait que c'est votre tour d'être nostalgique en évoquant le temps où un pilote comptait pour quelque chose et n'était pas immortalisé pour avoir participé au démantèlement définitif de quelque chose qui fut si grand. Puis elle ajouta « Mais j'y vais tout de même ». Et elle s'éleva dans le tube central comme un duvet emporté par un courant d'air ascendant. Elle se remémora les beaux jours de sa jeunesse, lorsque l'antigravité n'en était qu'au stade expérimental et exigeait des installations au sol plus vastes que la navette. Même ainsi, ça ne fonctionnait que par à-coups, ou pas du tout, et le personnel spatial préférait les ascenseurs à l'ancienne mode. Puis l'antigrave avait été miniaturisé, afin que chaque navire puisse emporter le sien. Il ne tombait jamais en panne, et servait aux passagers qui le considéraient comme faisant partie du décor, et à la cargaison qui pouvait être montée grâce aux injecteurs à air sans friction et à la lévitation magnétique par des hommes d'équipage qui savaient parfaitement manipuler de grands objets dépourvus de poids, mais chargés de toute leur inertie. Aucun des véhicules jamais construits par l'homme n'avait été aussi superbe, aussi complexe et aussi finement automatisé que les navettes, car aucun autre vaisseau n'avait eu à combattre la pesanteur de la Terre et n'avait autant dépendu des moteurs chimiques, des dinosaures primitifs. Quant à ceux qui demeuraient dans l'espace, se déplaçant d'une colonie spatiale à une centrale électrique ou d'une usine à une fabrique d'aliments, et même de la Lune, ils n'avaient pas ou guère à lutter contre la pesanteur. Aussi étaient-ils simples, presque fragiles. Elle se tenait maintenant dans le poste de pilotage et les réseaux d'instruments gérés par ordinateur lui donnaient l'état exact de chaque appareil fonctionnant à bord, l'emplacement de chaque caisse, le nombre et la situation de chaque membre d'équipage et chacun des passagers.
Aucun de ceux-ci ne devait être laissé à terre. En abandonner un, ce serait impensable. Les caméras de télévision lui transmettaient une vue panoramique à 360 degrés des environs du vaisseau qu'elle étudia pensivement. Elle inspecta l'emplacement même d'où l'homme était parti pour l'espace aux anciens jours héroïques. C'était d'ici qu'il s'était élancé pour construire les premières structures spatiales, des centrales électriques qui nourrissaient des usines automatisées fonctionnant tant bien que mal et exigeant une maintenance incessante, des colonies spatiales qui abritaient à peine 10 000 personnes. Maintenant, ce vaste centre technologique grouillant de monde avait disparu. Il avait été démantelé peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une installation indispensable au départ de la dernière navette. Ce bâtiment resterait là, à rouiller et à se délabrer, dernier mémorial de ce qui avait autrefois existé. Comment le peuple de la Terre pouvait-il maintenant oublier son passé? Elle ne voyait que le ciel et la terre désertée. Il n'y avait plus le moindre signe de présence humaine, plus personne que la végétation verte, le sable jaune et l'eau bleue. L'heure était venue, son œil exercé vit que le navire était chargé et prêt, et que tout fonctionnait parfaitement. Le compte à rebours égrenait la dernière minute. Là-haut, le satellite de navigation signalait que l'espace était libre et qu'il n'y avait pas besoin d'appuyer sur la commande manuelle. Elle savait qu'il n'y en avait même pas. Le vaisseau s'éleva silencieusement, régulièrement, et tout ce à quoi on s'était évertué depuis plus de 200 ans fut finalement accompli. Là-bas dans l'espace, l'humanité les attendait sur la Lune, sur Mars, parmi les astéroïdes, dans les myriades de colonies spatiales. Le dernier groupe de terriens allait se joindre à elle. L'occupation hominidée de la Terre, qui avait duré 3 millions d'années, se terminait. 10 000 années de civilisation terrienne s'arrêtaient là. 4 siècles d'industrialisation active prenaient fin. La Terre était redevenue une étendue déserte, livrée aux animaux sauvages, d'où l'humanité reconnaissante se retirait pour accorder à sa planète mère le repos qu'elle méritait. Elle resterait à jamais un monument aux origines de l'homme. La dernière navette s'éleva au travers des couches supérieures raréfiées de l'atmosphère et la Terre se déploya au-dessous d'eux, diminuant au fur et à mesure qu'ils s'en éloignaient. Les 15 milliards d'habitants de l'espace s'étaient solennellement mis d'accord pour que jamais plus le pied de l'homme ne s'y pose. La Terre était libre, enfin libre. Claire avait coutume d'entrer au tépidarium du bureau d'identification pour y faire ses exercices vocaux. Le tépidarium était une vaste salle, presque entièrement occupée par le bassin d'antiputride qui miroitait à la lumière, et Claire en trouvait l'acoustique excellente. Les cadavres de ceux qu'on appelait le peuple oiseau oscillaient doucement dans le fluide transparent tandis qu'ils chantaient, et il aimait les contempler ainsi. Si le tépidarium était un endroit plutôt morbide pour y exécuter des vocalises, il ne l'était pas plus, pensait Claire, que le reste du monde dans lequel il vivait. Quand il avait chanté aussi longtemps qu'il le jugeait bon pour sa voix, il n'avait pas de professeur. Il allait à l'une des fenêtres pour observer les traînées lumineuses qui indiquaient que le peuple oiseau était de nouveau en train de se battre. Les traînées descendaient lentement en flottant dans le ciel nocturne, comme si elles eussent été faites de poussière stellaire. Mais après avoir fait la connaissance de Erichia, Claire mit fin à ses habitudes. Erichia se présentait au bureau un soir, au moment
où il prenait son service. Elle venait réclamer un corps. Les corps des créatures ailées séjournaient souvent pendant un temps assez long. Les moyens de transport ordinaires étaient interdits au peuple oiseau à cause de son origine extraterrestre, et il était difficile à ces êtres de parvenir jusqu'au bureau pour identifier leur mort. Erichia reconnut le corps. C'était celui de son frère. Elle tira d'une bourse fatiguée la somme nécessaire au paiement des frais de garde et indiqua sur la formule réglementaire ce qu'elle désirait qu'on fît du cadavre. Elle restait calme malgré tout, dominant son chagrin. Ker avait suivi une ou deux fois à la télévision les batailles que se livraient entre eux les membres du peuple oiseau, mais jamais encore il ne s'était trouvé en face d'un de ces êtres en chair et en os. Il la regarda avec intérêt et curiosité, puis bientôt avec une admiration qui lui causait une sensation délicieuse. Ce qui frappait le plus chez Erichia, c'était son plumage éclatant d'un profond bleu turquoise. Il la couvrait de la tête aux pieds, comme si elle eût été moulée dans un manteau de velours. Sa couleur était tellement plus intense que celle des corps conservés au tépidarium que Ker aurait jugé qu'elle appartenait à une espèce différente. Ses traits, sous les grettes dorées, étaient tout à fait humains, comme l'étaient les doigts effilés de ses mains en forme de feuilles. Mais il y avait dans ses mouvements une merveilleuse légèreté, une grâce aérienne, telle que jamais êtres humains n'en avaient montré. Sa voix grave possédait l'ample résonance du violoncelle. Tout en elle, pensa Ker, était rare, délicieux et étrange. Pourtant, une ombre voilait ses traits, comme si la gaieté qui lui était naturelle eût été refoulée par la rigueur éclatante de sa situation. « Où faut-il que je fasse envoyer les cendres ?» demanda Ker, prenant la formule. En signe de perplexité, elle tira légèrement sur sa lèvre inférieure, couleur de rose. « Je ne sais pas au juste. Le gérant vient de nous donner congé pour ce soir. Nous ne savons pas où nous irons. Pourrais-je repasser quand les cendres seront prêtes ?» Les règlements s'y opposaient, mais Ker fut signe que oui. Il garderait la capsule de cendres dans son coffre en attendant qu'elle revienne. Il se réjouissait à la pensée de la revoir. Elle revint, quelques semaines plus tard, prendre livraison des cendres. Dans l'intervalle, plusieurs batailles avaient eu lieu chez le peuple oiseau, et dans le tépidarium, le bassin était plein. Tout en la regardant, Ker se demandait combien de temps s'écoulerait encore avant qu'elle aussi trouve la mort. Il s'enquit de sa nouvelle adresse. Elle habitait à une distance impossible dans la partie la plus malfamée de la ville. Après quelques hésitations, il lui dit que, si elle pouvait attendre jusqu'à ce qu'il eût fini son service, il se ferait un plaisir de la raccompagner. Elle le regarda avec un air de doute. « C'est très aimable à vous, mais un terrien a été gentil avec nous un jour. Après cela, les enfants lui ont jeté des pierres. » Ker ne s'était jamais beaucoup soucié de la situation des races non humaines dans le monde où il vivait. Si on leur faisait un sort injuste, si elles étaient traitées sans ménagement, ce n'était, pensait-il, simplement qu'un exemple parmi tant d'autres de la cruauté de la stupidité générale. Mais maintenant, il frémissait de colère. « Peu importe, » dit-il avec rudesse. « Si toutefois vous ne voyez pas d'inconvénient à m'attendre. » Erichia esquissa un sourire. « Mais non, je vous attendrai, » fit-elle. Comme il lui restait encore quelques heures avant la relève, il l'emmena dans un petit salon de réception et lui désigna une chaise longue. « Essayez de dormir, » lui dit-il. Peu avant 3 heures, il vint la réveiller et la trouva reposant paisiblement, mais éveillée. Ils quittèrent le bureau par une porte latérale. La ville était aussi calme que chaque jour, à cette même heure. Tous les panneaux indicateurs lumineux et la plupart des lampadaires avaient été éteintes pour des raisons d'économie, et même les puissantes voix dépersonnalisées qui tonnaient dans l'air toute la journée et la moitié de la nuit étaient presque silencieuses.
Grâce à cette obscurité et à ce silence, il leur fut facile de s'entretenir tout en parcourant les rues de la ville. Ce n'est que plus tard que Ker comprit combien il avait dû la juger compréhensive pour lui parler avec autant de franchise. Et il fallait qu'elle eût en lui une confiance égale, car, au bout de très peu de temps, elle lui racontait sans la moindre réserve des fragments de sa vie et du passé de son espèce. Après que les terriens eurent conquis notre planète, dit-elle, ils prirent tout ce qui était à leur convenance, et il ne nous resta plus rien. Mais il nous fallait manger. Alors nous découvrîmes qu'ils aimaient nous regarder combattre. « Vous vous battiez avant l'arrivée des terriens ?» demanda Ker. « Oui, mais pas comme maintenant. C'était alors un rite qui se déroulait avec solennité et auquel on sacrifiait avec beaucoup de courtoisie et de correction. Nous ne combattions pas pour nous dépouiller mutuellement, mais pour découvrir qui était brave et digne de nous commander. Ce rite exaspérait le peuple de la terre. Il voulait nous voir livrer des combats qui feraient des victimes de part et d'autre. Beaucoup de victimes. C'est ainsi que nous apprîmes à nous battre comme nous le faisons à présent, avec l'espoir de mourir. Autrefois, quand pour la première fois nous quittâmes notre planète pour nous rendre sur d'autres mondes dont les habitants aimaient nous contempler, nous étions nombreux. Il y eut beaucoup de batailles depuis, et maintenant le vide s'est fait dans nos rangs. Au carrefour, un mendiant s'approcha d'eux d'un pas lourd. Ker lui donna une pièce de monnaie. L'homme se retournait en remerciant quand il aperçut l'aigrette dorée de Er-Ishia. « Sacrée engeance extraterrestre, dit-il, explosant de rage. « Saleté! Et vous, un homme, vous baladant avec ça, tenez !» Et lui jeta sa pièce au visage. « Jusqu'au mendiant, dit Er-Ishia. Comment se fait-il, Ker, que vous nous haïssiez tant ? Parce que nous avons fait du tort, répondit-il, et il savait que c'était la vérité. Nous sommes toujours aussi cruels, cependant. Comme le mendiant l'a été, hélas, souvent c'est pire. Er-Ishia, il faut que vous partiez d'ici. Mais pour aller où ? Demanda-t-elle simplement. Notre peuple en a discuté si souvent. Il n'existe pas de planète où il n'y ait déjà des milliards d'individus venus de la Terre. Votre population s'accroît si vite. Et d'ailleurs, cela n'a pas d'importance. Vous n'avez pas besoin de nous. Il n'y a pas de place pour nous. Cela nous tourmentait jadis, mais c'est fini maintenant. Nous sommes si las, tous sans exception, même les jeunes comme moi, nous sommes si las d'essayer de vivre. Il ne faut pas parler ainsi, dit Ker d'un ton âpre. Je ne vous le permettrai pas. Il faut préserver. Si nous n'avons pas besoin de vous maintenant, Er-Ishia, cela viendra un jour. Du pâté de maison vers lequel il se dirigeait venait la lueur blafarde d'un écran municipal de télévision. En dépit de l'heure tardive, un groupe compact de spectateurs s'était formé devant, suivant avec des yeux brillants de passion le combat qui tourbillonnait sur l'écran. Er-Ishia tira doucement Ker par la manche. « Il vaut mieux que nous les évitions, » dit-elle dans un murmure. Ker se rendit compte avec un serrement de cœur que les téléspectateurs feraient du vilain s'ils voyaient un homme, un des leurs, en compagnie de quelqu'un d'une race non humaine. Il lui obéit et changea de direction. Ils avaient atteint le coin de rue suivant lorsque Ker, qui n'avait pas cessé de méditer, reprit la parole. Ceux de ma race ont choisi la nouvelle voie Er-Ishia. Voici environ 200 ans. Ce fut lorsque le Conseil refusa l'institution, même en principe, d'une forme quelconque de limitation de la population. Aujourd'hui, nous étouffons sous la pression de notre propre multitude. Elle nous écrase en une masse sans forme. Tout a dû céder devant ce seul problème essentiel, nourrir un nombre de plus en plus grand de bouches affamées. Plus de moralité, seul compte la nécessité de se nourrir. Et nous avons le spectacle des batailles télévisées pour nous tenir l'esprit occupé. Mais je suis persuadé que nous retrouverons le vrai chemin un jour ou l'autre. J'ai étudié l'histoire dans les livres Er-Ishia. Ce n'est pas la première fois que nous nous sommes fourvoyés. Un jour, il y aura de la place pour votre peuple, Er-Ishia, ne serait-ce...
Il hésita. Ne serait-ce qu'à cause de cette beauté que vous avez. Il l'enveloppa d'un long regard. Elle lui montrait un visage lointain, pâle et triste. Une idée lui vint en la voyant ainsi. « Avez-vous déjà entendu quelqu'un chanter, Erichia ?»« Chanter ? Non, je ne connais pas ce mot. Alors écoutez. » Il fit mentalement la revue de son répertoire et se décida, bien que la musique n'en fût pas tellement adaptée à sa voix pour la mélodie de Tamino, inspirée par le portrait de Pamina. Tandis qu'il cheminait, il la lui chanta aussi fort que la prudence le permettait. Peu à peu, les traits de Erichia se rassérénèrent. « J'aime beaucoup cela, » dit-elle quand la chanson fut terminée. « Chantez encore, Ker. » « Comprenez-vous ce que j'essaie de vous dire ?» fit-il enfin après lui avoir interprété plusieurs airs. « Si nous avons été capables de composer des mélodies comme celle-là, Erichia, ne pensez-vous pas que nous devons garder espoir ? Vous peut-être, mais pas nous, » répondit Erichia. Il y avait du courroux dans sa voix. Mais lorsqu'ils se séparèrent, elle lui étreignit la main et lui suggéra un endroit où se revoir. « Vous êtes vraiment notre ami ?» lui dit-elle, sans que cette réflexion lui eût été inspirée par le simple désir de lui plaire. Quand il la revit, Ker s'écria « Je vous ai apporté un cadeau, tenez !» Il lui tendit un paquet. « Et j'ai aussi des nouvelles pour vous. » Erichia ouvrit le petit paquet, ses lèvres laissèrent échapper une exclamation joyeuse. « Quelle adorable petite chose! Où avez-vous acheté cela, Ker ? Dans un magasin qui vend de vieux bijoux dans l'arrière-boutique ?» Il ne lui avoua pas que le petit médaillon de turquoise lui avait coûté 10 jours de salaire. « Mais les pierres sont plus claires que je ne croyais. Je voulais quelque chose qui fût de la teinte de votre plumage. » Erichia secoua la tête. « Non, c'est la teinte qui convient, c'est parfait. » Elle se mit le médaillon au cou et le regarda avec satisfaction. « Et maintenant, quelles sont les nouvelles que vous m'apportez ? Un de mes amis, qui est employé dans la ville des archives, me dit qu'une nouvelle planète près de Cassiopée Gamma va être ouverte à la colonisation. J'ai déposé les papiers et tout est en règle. L'audience aura lieu vendredi. J'y prendrai la parole au nom de N'Gahir, votre peuple, et je demanderai qu'il leur soit fait une place sur ce nouveau monde. » Erichia pâlit à ces mots. Il se précipita sur elle, mais elle le repoussa d'un geste. De l'autre main, elle serrait toujours le médaillon dont la couleur s'harmonisait avec son plumage. « Cela fait tellement mal, » dit-elle, « tellement mal d'espérer. » Les débats eurent lieu dans un petit auditorium au sous-sol de l'immeuble des colonisations. Des représentants d'une douzaine de groupes ethniques intervinrent avant Ker. Le représentant de N'Gahir appela l'arbitre-juge, lisant une formule qu'il tenait en main. S3687 Ker. Et qui sont les N'Gahir, Esker? Quel groupe indien? Non, monsieur, dit Ker. C'est l'espèce que l'on désigne communément sous le nom de peuple oiseau. Oh, un rétrograde. L'arbitre considéra Ker, non sans bienveillance. Je suis au regret, mais votre demande n'est pas acceptable. Elle n'aurait pas dû être déposée. Par ordre supérieur, l'immigration dans cette nouvelle planète est réservée aux humains. Ker appréhendait le moment où il lui faudrait annoncer son échec à Erichia. Mais elle prit la nouvelle avec un calme parfait. « Après votre départ, j'avais compris que c'était impossible, dit-elle. Erichia, je veux que vous me promettiez quelque chose. Je me sens impuissant à vous exprimer ma certitude qu'un jour viendra où l'humanité aura besoin de votre peuple. C'est la vérité, Erichia. Je vais continuer à essayer. Je n'abandonnerai jamais. Promettez-moi, Erichia, que ni vous, ni les membres de votre groupe ne prendraient part à des batailles avant d'avoir d'autres nouvelles de moi. » « C'est promis, Ker, » lui dit-elle, avec un sourire.
On n'assure pas sans danger la conservation de corps que la vie a quittés à la suite de maladies variées. Kerr ne prit pas son service cette nuit-là, ni la suivante, ni de longtemps. Son chef de dortoir, après qu'il l'eut entendu crier dans son délire pendant quelques heures, appela un médecin qui remplit une fiche pour réquisitionner un lit d'hôpital. Il fut gravement malade et ne reprit des forces que lentement. Près de 5 semaines s'écoulèrent avant qu'on le laissât sortir. Il voulait par-dessus tout retrouver Erichia. Il se rendait à son dernier domicile où il apprit qu'elle était partie. Personne ne put lui en dire davantage. Finalement, il alla au bureau d'identification et demanda à reprendre son ancien emploi. Pour le retrouver, Erichia, il en était sûr, ne pouvait manquer de venir au bureau. Il se sentait encore les jambes bien faibles quand il arriva prendre son service la nuit suivante. Il entra au tépidarium vers 9 heures, au cours de la ronde normale, dans les locaux. Erichia était là. Il ne la reconnut pas immédiatement. Le ravissant bleu turquoise de son plumage avait viré au jaune sale. Mais le petit médaillon qu'il lui avait donné était encore à son cou. Il alla chercher les grandes pinces articulées dont on se servait pour tirer les corps du bassin et les mit en place. Il la souleva avec une grande douceur et la déposa sur le rebord du bassin. Il ouvrit le médaillon. Il y trouva une note. « Cher Kerr, lut-il, de la belle écriture moulée de Erichia. Il faut me pardonner d'avoir failli à ma promesse. On n'a pas voulu me laisser aller jusqu'à vous quand vous étiez malade, et nous avions tous tellement faim. Et puis vous aviez tort de penser que les humains auraient un jour besoin de nous. Il n'y a pas de place pour nous en ce monde. J'aurais voulu vous entendre chanter encore. J'aimais tant quand vous chantiez. Erichia. » Kerr releva la tête, jeta un regard sur le visage de Erichia, puis de nouveau sur la note. Cela faisait trop mal. Il ne voulait pas se faire à l'idée qu'elle était morte. Dehors, une des voix tonitruantes qui déversait du ciel un flot de paroles emphatiques. La moitié de la nuit annonçait « Ne manquez pas le spectacle sportif le plus original, le plus dynamique. Assistez aux batailles d'Arias, les combats les plus sanglants jamais télévisés. Plus amusants que les combats de oiseaux, plus palpitants. » Kerr poussa un cri et courut fermer la fenêtre. Il pouvait encore entendre la voix, mais c'était tout ce qu'il pouvait humainement supporter. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.